Ça va. Je suis en pleine forme. Je devrais live après, hein, je pense. Hein. Plus que ça à faire, les mecs. Bon, il y aura pas grand monde, je pense. Bon, après, c'est un peu une vidéo. Le live est un peu fait pour mettre un peu de contenu sur la chaîne YouTube. Il y aura peut-être 2 lives dans la journée. On ne sait pas. Peut-être 2 lives, il y en aura peut-être jamais. Alright. Nous avons commencé notre enquête sur l'arnaque immobilière. Lorelai, notre jeune et jolie journaliste, est Jeune et tombée sur jolie, de d'accord. très curieuses annonces postées par des propriétaires C'est un peu sexiste de dire jeune et jolie comme ça, non? Par les temps qui courent. qui, vous allez le voir, surfent sans aucun scrupule sur la crise du logement. N'est-ce pas? Des annonces d'un nouveau genre qui pullulent sur Internet et qui proposent des biens en location à des prix défiant toute concurrence et même gratuits. Charmant logement pour étudiantes. Homme seul, Pour étudiantes, c'est seulement les étudiantes en sont admises. Et non les voilà. cherche très bien, femme très bien, pour très bien. service et compagnie. Ou encore location contre service. Nous décidons C'est de curieux, répondre hein. à l'une de ces annonces pour le moins ambiguë. Ouais. Et très vite, le propriétaire nous rappelle. Allô? Oui, bonjour, je suis la personne pour la partie Attendez, c'est assez fort là. On n'entend rien. plus 38 carrés, entièrement meublé. Par service, vous entendez quoi exactement? Et alors moi je suis très branché BDSM. Hein, quoi Le B- Quoi Exactement. Et alors moi je suis très branché BDSM. Wesh. Le BDSM, Bon, c'est une pour connerie. bondage, domination, sadomasochisme. Pour des jeux coquins, rien de... Ouais, c'est bon, ça a l'air à peu près bien, ça. Attendez, au pire, j'augmente un peu le micro. C'est un peu comme 50 nuances de gris, quoi. Curieux, ouais. J'imagine qu'il faudrait quand même qu'on se voit, enfin, Ouais, c'est bon. voir Ouais, comment c'est un peu vous mieux. êtes et vous que vous Putain, êtes. j'arrive jamais à Je augmenter suis. le basse. Je me montre aujourd'hui, c'est vers 5h30, c'est jouable, sans problème. Avec grand plaisir même. Ok, super. What the fuck? Le jour même, nous nous rendons au rendez-vous dans un des quartiers les plus huppés de la capitale pour visiter l'appartement. J'aime bien L'homme nous a BDSM. donné rendez-vous au pied d'un bel immeuble haussmannien. J'aime bien. Ah oui, non, c'est effrayant. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour, oui. Santé, vous allez bien? Chantez bien et vous, je suis Bah, très désolée bien. de vous avoir fait attendre. Je vous montre ça. Vous voulez qu'on monte tout de suite? Bah, je vous montre que ça fait fait. Euh, En vrai, visiter toujours avec un pote ou un bail comme ça, hein, des apparts. Enfin, les meufs surtout, je pense. Les meufs, faudrait qu'elles visitent grave avec des potes, hein. Parce que curieux quand ça même. vous Hein. dérange pas qu'on discute? Non, on peut discuter à l'intérieur. Bah, comme ça, vous le voyez. Franchement, j'ai Merde, il y a excusez-moi. beaucoup de gens qui me contactent. Ouais, J'ai mis une annonce. Donc, si vous voulez, j'ai envie de gagner un peu de temps. Déjà, faut qu'il vous plaise, l'appartement. Là, on a après des... Là, c'est un super immeuble. Donc, c'est à ses côtés et tout. Ouais, Puisqu'on est là, je préfère vous le montrer. très bien. C'est juste que je suis un peu stressée. Non, je mords pas. Non, j'imagine, mais vous savez, j'ai tellement pas l'habitude de faire ça. Sympathique, franchement. J'imagine. Je suis désolée, hein, j'ai pas pu m'apprêter. Donc vous travaillez juste à côté, c'est ça? Moi, j'ai un des bureaux. Ah, c'est grand. Un 2 pièces cossu, Ok. propre et bien équipé. Voilà, vous avez tout ce qui est cuisine, D'accord. frigo, plaque électrique. Oui. Et là, la chambre. Ouais. Je laisse sur un puits de lumière, la personne qui vous voit. Avec une penderie. Ah, c'est immense, hein. L'homme affirme travailler dans la finance et posséder 7 appartements dans la capitale. Ça fait beaucoup. J'ai commencé à investir dans l'immobilier dans les années 90. D'accord. C'était le franc. Ah oui. Donc c'était pas cher. Donc j'avais fait quelques crédits à l'époque et tout a été payé et tout. Et sur les 7, il y en a 5 que je joue de manière complètement classique. Hein. Oui, je comprends. Les gens ils me payent et tout. Et j'en ai 2, un dans le 8e et un dans le 16e, que j'utilise un peu pour ma libido. Parce que D'accord. je suis assez branché. Oui, je vous dis, m'avez dit. Alors, c'est pas violent, c'est non, pas des choses. Non, j'ai trop de respect pour la gente féminine et tout pour. What the fuck, les amis? Par contre, il y a tout un. On va dire Il est en train de décrire son truc. Non, mais en fait, là, tu vois, et voilà. pas cérémonial, mais le vouvoiement, maître. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord.
C'est appartement, maître, s'il vous plaît. Moi, je peux te tutoyer. Moi, j'ai quelques accessoires, D'accord. mais qui sont vraiment... C'est que des choses en cuir. La laisse, le collier, j'ai le bandeau. Donc c'est vous qui faites ça ou c'est à moi de... Ah non, c'est moi C'est le vous. dominant. D'accord. Et vous êtes ma soumise. Par rapport à la fréquence... Alors ça sera, j'ai envie de vous dire, en moyenne, je dis entre 1 et 2 fois par semaine. D'accord. Et en gros, 1 heure et demie. Wesh. Une proposition pour le moins indécente, mais qui a le mérite de la franchise. D'ailleurs, ici, il n'est pas question de caution parentale ou d'aide au logement ou de dépôt de garantie. Seuls les atouts physiques de la jeune femme feront la différence Wow. pour signer le bail. Alors déjà, je suis bien branché dans les blonds. Je suis pas du tout... Mais elle paye pas, c'est ça? Attends, c'est quoi ce délire? Bien sûr, je comprends. Je suis plutôt branché dans les blonds. Je comprends. Voilà. Là, il y a beaucoup d'hommes qui aiment dans les blonds. C'est un peu là. Et faites-moi un petit peu votre corps, un petit peu que je... Vous voyez, je suis plutôt fine. Ouais. Bah, approchez-vous, il est pas encore. Comme envie de vous voir. Qu'on s'embrasse un petit peu. Pour voir un petit peu comment tu Non, on vas. fera quand on sera à la contre-visite, ça sera mieux, je pense. Le propriétaire libertin se montre de plus en plus... C'est vrai que... Notre jour... Je peux vous rouler une pelle, là, hein? Montre un peu, là. Et c'est des grands malades, hein. Des grands malades. journaliste préfère poursuivre la discussion au pied de l'immeuble. Wesh. Bon, et vous m'avez pas dit comment vous trouvez l'appart et tout. Franchement, top, je suis hyper rassurée de vous avoir vu. Parce que vous savez, c'est normal quand on nous explique ce genre de choses. Enfin, moi qui suis Non, mais totalement ouais, novice, vous voyez, j'ai 21 ans. Je me dis, oh là là, je tombe sur... Voilà, c'est ça. Mais non, vous me semblez très bien, vous êtes très clair et ça j'apprécie. Au moins, il n'y a pas de... Ah non, mais vous savez, voilà, je force personne, j'ai plein de demandes. C'est moi que je préfère moi-même sélectionner. Je comprends. Je suis pas C'est du quand tout même raciste, tout ça, mais je veux pas de noir, je veux pas d'arabe. Pas d'arabe, Hein? ni de noir. Non, s'il vous plaît. Des propos extrêmement choquants pour ce propriétaire Oui, qui est d'accord. prêt à louer gracieusement son logement contre service Bah, doucement, quand même. sexuel. Un bien estimé pourtant à 1 700 € par mois. C'est entre 1 700 et 1 800 par mois. C'est un investissement. Voilà, moi c'est un manque à gagner. Si je te le donne et que je veux pas un vrai locataire qui me paye, alors bien sûr, moi j'ai pas besoin, voilà, j'ai 5 autres apparts, mais si tu veux, voilà, donc c'est quand même, c'est pas anodin. Tu vois, Bien c'est sûr. un échange, donc j'ai envie que l'ensemble des parties jouent le jeu. À mon avis, ça va vous plaire. Vous pensez? Ouais, parce que vous avez l'air l'œil un peu, comment dire, coquin. Visiblement, Ah oui. le propriétaire n'est pas insensible au charme de notre journaliste. Mais il doute de rien, hein. Rendez-vous est pris pour la signature du bail le lendemain. Vous venez à prêter désirable, Promis. comme il faut, t'es allé au débat des Bégoudins. Il doute de rien, hein. Ah, J'ai eu la chance. Parce que ça coûte cher. Je te fais un bisou. Ah oui. Je te fais un petit bisou. Non. Encore. Ah non, faut laisser durer le... Avec plaisir. Bah bien sûr. Là, je te dis, À demain alors. Pas de soucis. Bonne journée, au revoir. Évidemment, notre journaliste Lorelai n'a pas donné suite à cette offre plutôt déconcertante. Dans le domaine de l'immobilier, le meilleur côtoie parfois le pire. Mais du coup, il y a des meufs qui sont obligées de faire ça, hein, pour... Avoir son propre logement, c'est le rêve de tous les Français. Rien qu'à Paris, plus de 30 000 biens immobiliers se sont vendus l'année dernière. Logements neufs, appartements à retaper ou pavillons à bas prix, à chacun son style, à chacun son portefeuille. Bon, en vrai, pavillon à bas prix, moi, dans la capitale, je prends. Hein. Un truc pas, Voilà pas la dingue, belle résidence mais à qu'on bas m'a prix. vendue en 2005. Je vous montre en fait la plaquette qu'on m'avait bien transmise à l'époque. J'ai pas d'argent, Les gens moi. qui se baignent, l'entrée très paradisiaque. Mais gare aux pièges et arnaques en tout genre, car pour certains, le rêve vire parfois au cauchemar. Regardez, c'est quoi ça, ces appartements? Je sais pas moi, je veux dire, ces appartements-là, c'est des appartements en fait qui n'avaient même pas lieu d'être, quoi. Je veux dire, la plupart du temps, ces appartements sont vides. Devenir c'est chaud, propriétaire, c'est, vous allez le voir, souvent un véritable parcours du combattant. Dans le rapport de l'expert en bâtiment, notre maison est à démolir. Un chemin semé d'embûches. Oui, les 75 000 € aujourd'hui, clairement, il ne reste plus rien. Vous verrez aussi que oui. certains professionnels de l'immobilier rivalisent d'imagination pour vous faire signer. Si vous prenez rendez-vous là, si vous signez que le projet vous intéresse, on vous offre la cuisine aménagée à 9 000 €. Vous allez aussi constater qu'il arrive parfois que ce soit les propriétaires qui abusent de leurs locataires. Bonjour, c'est la mairie, le service hygiène.
Nous avons mené l'enquête Non, sérieux sur les pièges à la location. Oh, c'est un délire ça. Sur une superficie totale de 43 mètres carrés, avec 12 personnes à l'intérieur. Qui sont ces marchands de sommeil qui surfent sur la pénurie du logement en France et font leur business en exploitant la misère humaine? Donc vous êtes placé en garde à vue pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, mise à disposition aux fins d'habitation d'un local par nature impropre à cette destination. Pièges et abus en tout genre, enquête sur les arnaques de l'immobilier. Paris, à quelques pas de la place de l'Étoile, dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale. Ça me donnerait, hein. Quentin est jeune diplômé Toujours à Paname, et hein, ce genre de intermittent truc. du spectacle. Alors pour trouver du dis ça, je dis travail, rien. il a choisi de vivre à Paris. Le problème, c'est que les loyers sont très élevés pour un jeune homme qui débute sa carrière. Alors pour trouver un toit à moindre prix, il a choisi de louer une chambre de bonne. Située dans un immeuble cossu, il faut prendre l'escalier de service pour s'y rendre. Alors ici on est chez moi, donc c'est une chambre. C'est une chambre, il y a à peu près tout pour vivre. Il y a une cuisine, il y a un frigo, il y a une douche qui est juste ici. Ouais, non, c'est quand même plus grand chez moi. C'est quand même plus grand. J'ai 2-3 rangements, bon, après j'ai pas assez de place pour tout mettre, donc c'est un peu rangé comme je peux. Un lit en mezzanine, un petit coin canapé, quelques rangements, presque tout le confort. J'ai tout sauf les toilettes qui sont sur le palier. Ah, C'est des toilettes qui vous sont dédiées à vous seulement? Non, on est 3 à les utiliser. oh, ça c'est chiant ça. C'est-à-dire qu'il y a des appartements dans le lot qui ont des toilettes Ouais. chez eux, mais on est 3 à les utiliser. Ça y est, ouais. Si C'est Quentin bon. a réussi à convaincre la propriétaire de lui louer ce logement, il a dû présenter de sérieuses garanties parentales. Ici, je paye 450 € par mois, sachant que j'ai le droit aux appels et on peut enlever 150 €. J'ai 150 € d'appels, donc au final, j'ai un loyer qui s'élève à 300 €. Pour Paris, c'est pas mal. C'est vrai, pour ouais, la surface, c'est vrai. c'est quelque chose d'assez honnête, je trouve. Et du coup, moi, ça me va très bien comme ça. Et voilà, après, c'est sûr que si je peux mettre un peu plus pour avoir le double de la surface, c'est sûr que je le ferai. Pour l'instant, je peux pas. Mais avant de trouver sa chambre de bonne, Quentin a dû en visiter plusieurs. Et il a souvent été confronté à des offres limites, voire carrément illégales. Il veut nous montrer le genre d'offres abusives auxquelles il a été confronté et qui ciblent souvent les étudiants. Exemple avec cette chambre de 9 mètres carrés, la limite légale, louée 420 €. En fait, on voit que c'est à 9 mètres carrés au sol, sauf que les 9 mètres carrés, il faut que ça rentre dans la loi Carrez. La loi Carrez, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine hauteur de plafond. Donc là, quand on regarde les annonces, on voit très bien que la hauteur de plafond n'est pas suffisante et pas légale. Donc en termes d'une part de volume et de hauteur de plafond, c'est un cache-bille, hein. Attends, et c'est pareil. c'est vraiment des cache-billes. là-dessus. Ça, c'est une chambre qui ne devrait pas être louable, je pense. Autre exemple, encore plus flagrant. Studette meublée de 8 mètres carrés, 500 € à côté de la Tour Eiffel. Le quartier doit être super, mais par contre, je pense pas que ce soit vraiment très légal d'avoir 8 mètres carrés, quoi. Bah ouais, non, 500 bof. € pour 8 mètres carrés, ce qui revient à 62 € le mètre carré. Un tarif prohibitif, mais surtout illégal. Car depuis 2012, la loi apparue plafonne les prix des loyers des petites surfaces de moins de 14 mètres carrés. Elles doivent être louées au maximum au prix de 42 € par mètre carré s'il s'agit de la résidence principale du locataire. Pour comprendre comment certains propriétaires peu scrupuleux parviennent à contourner la loi et à louer leurs logements illégaux, nous avons demandé à Quentin de visiter cette chambre de 8 mètres carrés située dans les beaux quartiers. Notre journaliste l'accompagne en caméra cachée, 8 mètres carrés. en se faisant passer pour son grand frère. Ah, bonjour, enchanté. C'est au 6e. D'accord. Au 6e, sans ascenseur. L'appartement que nous visitons est refait à neuf. C'est sympa. Donc c'est meublé. La douche, petit frigo, j'ai pas de micro-ondes. D'accord. Plutôt bien équipé, mais petit. Et donc ça fait, c'est quoi 8 mètres carrés, c'est ça? 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, d'accord. Ouais, c'est pas grand. C'est combien le loyer? 500 €. 500 €. Wesh. Pas de garantie, je suppose? Oui. Ah oui. Un mois de loyer? D'accord. Et du coup, je peux avoir le droit aux appels ou pas? Ah non. Non? Ça parce que je fais un dépôt en bail d'habitation secondaire. Il faut bien te poser la question. D'accord. Ok. Les appels, ça marche pas. Ah, donc l'habitation secondaire, on peut pas... Ouais. D'accord, ok. C'est comme vous. Ça, ouais, ça, je peux pas. Ah ouais. Pour se jouer de la loi apparue, le propriétaire a trouvé la parade. Il loue sa chambre de bonne comme logement secondaire. L'avantage, il échappe ainsi au plafond des loyers et peut louer son bien à un prix exorbitant.
Et peu importe si à cause de cela, le jeune locataire doit renoncer à son aide au logement. L'autre raison pour laquelle ce propriétaire loue son bien en résidence secondaire, c'est qu'il n'est pas obligé d'établir à ses frais un diagnostic énergétique et de risque d'exposition au plomb tous les 3 ans, comme l'oblige la loi Allure. Si je le mets en résidence principale, je dois faire des baux plus longs et j'ai plus de contraintes avec la nouvelle loi Allure qui est passée. Je suis obligé de refaire des diagnostics et tout, c'est un emmerdement pas possible. C'est pour ça que moi j'étais obligé de me mettre en baux secondaire, c'est beaucoup plus pratique à gérer, la nouvelle loi est insupportable. Ça emmerde tous les bailleurs, c'est chiantissime quoi. Donc voilà, on essaie de contourner comme on peut. Si C'est certains chaud, hein. propriétaires n'hésitent pas à s'affranchir de la C'est loi une pour dinguerie, vendre hein. leurs biens à des prix excessifs, d'autres ont des pratiques encore plus scandaleuses et font de la misère humaine leur fonds de commerce. On les appelle les marchands de sommeil. Aubervilliers, en banlieue parisienne, classée 5e ville la plus pauvre de France. Ici, près de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté et 45% des habitations sont des logements sociaux. Dans ce contexte très difficile, de nombreux locataires qui ont de faibles revenus font parfois face à des propriétaires sans scrupules qui n'hésitent pas à faire de la misère humaine un business. Ce matin, au 138 du boulevard Félix Faure, la mairie d'Aubervilliers fait procéder au murage d'une partie de l'immeuble pour insalubrité. Qu'est-ce que... Catherine Père, complètement la mort. directrice du service d'hygiène et de santé de la mairie, supervise les C'est opérations. quoi cet endroit? Son rôle, traquer l'habitat indigne et les marchands de sommeil. On mure la fenêtre pour éviter qu'on ait des intrusions par la fenêtre. Donc on va murer la fenêtre et puis on va murer la porte. Hein, du coup, je vais pas plus loin quand même parce que voilà. C'est quoi cet endroit? Quoi? Donc je pense que cette pièce n'était pas utilisée par l'occupant ou alors en lieu de stockage de peinture parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Ça c'était un lieu de vie. C'était normalement sa chambre. Ah oui. Il y a eu la prise d'un arrêté préfectoral d'interdiction à l'habitation il y a maintenant 2 ans qui prescrit une démolition au départ des occupants. Donc la ville et la préfecture ont engagé les relogements des occupants en titre du bâtiment. Dans cette copropriété, les fissures sont impressionnantes. Des pans ouais, de un peu. murs s'écroulent et l'hygiène est déplorable. Pour Catherine Père, les conditions de vie dans cet immeuble ne sont plus acceptables. Et on vient pour vérifier le murage fait par le propriétaire sur un lot interdit à l'habitation. Donc jusqu'à il y a 2 jours, cet appartement était occupé par un monsieur de 70 ans avec son frère qui était là depuis 34 ans. Donc ils étaient locataires en titre depuis tout ce temps. Un appartement loué autour de 100 € par mois. Dans un autre appartement en cours de murage, un ancien locataire relogé est venu récupérer des affaires personnelles et celles de son père récemment décédé. Ça, c'est les papiers de mon père, mon vieux défunt. Moi, je récupère ça, bref, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer, j'ai rien à faire du reste. Ça, si je pars au Maroc, j'ai besoin de ces papiers-là pour faire mes démarches là-bas, pour faire mes projets. Mais donc, je récupère votre père, il habitait ici? Oui, avec moi. Moi, j'habitais au-dessus, mais j'ai été relogé, moi. La mairie m'a retrouvé un logement. Mon père, il est décédé ici. Wesh. Il est décédé ici, à l'âge de 64 ans. On l'a retrouvé mort ici. L'homme décédé vivait dans des conditions difficilement imaginables. Bah ouais. Pour survivre, il n'avait que l'essentiel. Oh, il avait l'eau ici, il n'a pas l'électricité. Il n'y avait pas l'électricité ici. Ah non, il n'y avait pas l'électricité. Mais comment tu laisses ton père là-dedans? Il sait qu'il avait comment? Il avait que le gaz et l'eau. Non mais attends, en vrai c'est dingue. Comment il laisse son daron là-dedans? Tu laisses pas ton daron vivre là-dedans? Même vivait à 2 pas de son père dans un appartement voisin. Lui aussi dans des conditions sanitaires exécrables. Ici c'est mon lit, je dormais ici. Là c'est le petit coin cuisine. Là c'est le petit coin propreté. Propreté? Ouais, propreté, ouais. Une toilette et une douche. Bon, c'est mieux que la rue. Je suis pas fier d'ici. Mais c'est mieux que la rue. Ouais, c'est chaud, hein. Dehors, Catherine Père explique au principal propriétaire de l'immeuble qu'il va devoir détruire le bâtiment au plus vite. Parce que le bâtiment se dégrade très très vite. Je ne sais pas si vous avez vu les fissures qu'il y a depuis qu'on a pris l'arrêté. Mais on est encore dans Paname là? Non, Nous on est venu déjà il n'y a pas très longtemps et les fissures elles se sont agrandies. Une fois que ça va être vide, votre arrêté il vous oblige à démolir. L'homme se défend d'être un marchand de sommeil et minimise sa responsabilité.
Au cours de la conversation, Catherine Père découvre avec surprise qu'il est aussi propriétaire d'autres bâtiments insalubres à Aubervilliers, qu'il loue également. Aubervilliers. Vous êtes aussi propriétaire rue du Port? Oui. Mais on vous retrouve partout sur Aubervilliers, monsieur. On sait que 46 Orto, vous êtes aussi propriétaire? Oui, je suis un propriétaire là-bas. C'est vrai que pour le coup, vous n'avez pas de chance, monsieur. C'est Non, mais trois j'ai pas de endroits chance. où il y a des interdictions à l'habitation. Manifestement, ce propriétaire de plusieurs biens immobiliers ne se préoccupe pas vraiment du confort de ses locataires. Tous fermés pour cause d'insalubrité, ces appartements ne sont pour lui qu'un objet de spéculation financière. Bah ouais, je vois ça. Des logements comme ça, c'est quand même l'exceptionnel. On a beaucoup de logements qui peuvent être en mauvais état, mais pour lesquels des travaux sont possibles et pour lesquels on va demander une prescription de travaux. Là, je pense que réellement, Voilà, y a rien. des comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Le murage d'un bâtiment pour insalubrité est l'aboutissement d'un long processus que doivent suivre les services d'hygiène et de santé de la mairie d'Aubervilliers. Au départ, il y a une enquête menée par les services municipaux. Et ce matin, c'est le contrôleur Stéphane Fernandez qui lance une nouvelle investigation. Stéphane Fernandez. Le rôle d'inspecteur d'hygiène, c'est un rôle de police sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut déjà déterminer là où il y a danger, sur le mode d'occupation, la façon dont le logement est occupé. Si par exemple il est en suroccupation, on a des outils procéduriers qui sont établis par le Code de santé publique, qui nous permettent au moins de figer dans le temps un constat sur une situation donnée. Alerté par un riverain, Stéphane va effectuer une visite dans un immeuble du centre-ville. Il doit vérifier si les appartements concernés par la plainte sont des logements dortoirs. Autrement dit, des logements détournés de leur objet initial par le propriétaire afin de loger un maximum de locataires et multiplier ainsi les profits. Bonjour. Le propriétaire qui a signalé les faits les attend dans le hall de l'immeuble. C'est plutôt mon locataire en fait, qui m'a appelé, qui m'a dit qu'il y a des problèmes d'insalubrité dans l'origine. En fait, c'est ces appartements qui sont suroccupés. Et voilà, à chaque fois que je suis passé, pareil, c'est un dortoir, il y a toujours du mouvement, 24 sur 24, sa cuisine 24 sur 24. Donc, et pour le relever après, c'est difficile, donc c'est pour ça voilà, j'ai appelé la mairie. Il y a combien de personnes dans ces appartements? Mon locataire et le gardien en fait, m'ont enfermé, qui sont tous dans une surface Quoi de 43 mètres carrés. Et oui, ça fait beaucoup. De ces appartements. Je l'ai appelé, je l'ai appelé non, il n'habite pas ici. Il n'habite pas ici, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est pas possible, il m'a dit, moi j'ai déjà eu un problème avec le locataire qui ne payait pas, là j'ai mis des gens comme moi qui payent et voilà. Une importante nuisance pour ce propriétaire qui risque de ne plus pouvoir louer son bien. En effet, son locataire actuel menace de quitter son appartement car il ne supporte plus la cohabitation avec ses voisins. Bonjour, c'est la mairie, le service hygiène. Je peux vous voir 2 minutes, s'il vous plaît? 2 minutes. Stéphane, d'ici, vous avez l'impression que c'est un appartement... C'est le dortoir, c'est évident. Oui, il n'y a pas besoin d'être un expert, ça se voit tout de suite. Ah oui. Bonjour. Oh, vraiment pas longtemps, s'il vous plaît. C'est 2 minutes, vraiment. C'est juste faire une enquête sur la situation. Après, les patrons, les parlent à procès. Oui, c'est bien. Mais le patron, de toute façon, on va l'alerter. Hein. Non, après le téléphone, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, oui, c'est classique. Hein. Oui, non, on a quand même vu des choses. Une dizaine de lits sur le côté gauche. J'ai vu plusieurs paires de chaussures par terre. J'ai vu une organisation de logement dortoir. Effectivement, bon, ça déjà, c'est un premier jet de constatation. D'accord. Il faut aller un petit peu plus loin quand même. Hein. Il faut aussi relever les identités si on peut. Il faut, les identités? Ouais, les identités, là, ouais. Un peu leur parcours, combien ils payent, est-ce qu'ils payent, est-ce que c'est la tête, est-ce que c'est un forfait Stéphane Fernandez a pu constater que ce premier logement est loué comme appartement dortoir. Un appartement qui, selon le plaignant, rapporterait beaucoup d'argent à son propriétaire. Ça rapporte de l'argent parce que s'ils sont tous chacun paye 150 €, ça lui fait. Alors que c'est 43 mètres carrés, normalement le loyer 43 mètres carrés, ça ne dépasse pas 800 €. Donc là, ça lui rapporte un minimum de 1400 € par mois. Ouais, c'est bien. Impossible de visiter l'appartement du premier étage. Il est temps de monter au 5e étage pour essayer de visiter l'autre. C'est parce qu'il y en a 2? L'inspecteur d'hygiène.
Stéphane et son assistant vont encore tenter leur chance. C'est la mairie. Je sais que vous êtes là, monsieur. On a besoin de 2 minutes. On sait que t'es là. On sait que t'es là. Bon, je pense que ça sert à rien. Il y a des pieds qui dépassent. La porte. Ça fait partie des aléas du métier d'inspecteur d'hygiène. Hein. Donc, s'il n'ouvre pas la porte, on ne peut pas forcer la porte. On ne peut pas rentrer de force chez eux s'ils ne nous autorisent pas à rentrer. Bon, on va revenir. Stéphane et son assistant repartent sans avoir pu visiter le moindre appartement. Ils pensent avoir fait chou blanc. Mais au moment de quitter l'immeuble, Stéphane va tomber nez à nez avec le propriétaire de l'appartement du 5e étage. Il va en profiter pour le convaincre de lui ouvrir son bien. Vous me comprenez un petit peu? Vous parlez français? Oui. Donc, on a essayé d'entrer dans votre logement au 5e étage, mais ils nous ont pas laissé rentrer. Est-ce que c'est possible de visiter votre maison? Alors, est-ce que c'est possible 1 heure après? 1 heure, ça va changer quoi? Faire le ménage, faire partir les gens? Ménage, c'est pas très grave. Vous savez, quelqu'un qui dort dans la nuit, travailler. Oui, je sais bien, mais c'est pas très grave. On va pas les embêter. Hein. Ce que je veux simplement, c'est faire une idée des volumes, l'espace, voir comment ils s'organisent et vous poser quelques questions. Ok. Je pense que le monsieur, il fait son business avec les gens de sa communauté. Il a de la pratique communautaire. Cariste de l'État. C'est le prix à payer de toutes ces communautés qui transitent dans nos communes, dans nos villes. Tiens, qui nécessitent pour nous aussi également qu'est-ce que tu caches sous votre reconquête? un temps d'adaptation et puis un temps de réaction sur leur façon de faire. Je vais déjà déterminer si le monsieur est filou ou pas, enfin si c'est un marchand de sommeil, comme on se plaît à l'appeler. Et s'il est filou, on appliquera la loi, les procédures nécessaires à son comportement. 5 minutes plus tard, Stéphane se présente au 5e étage. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous pouvez... Je vais vous expliquer. Un peu, oui. Mais il y a 2 personnes dans l'appartement. Ça, c'est normalement 6-7, quelquefois comme ça. 6-7, mais c'est toujours pareil. La semaine dernière, il y a 5 personnes. Pris sur le fait, les propriétaires tentent de minorer le nombre de locataires présents. Mais l'assistant de Stéphane, en mesurant les pièces de l'appartement, va s'apercevoir que les occupants sont bien plus nombreux. Si je peux faire une mesure d'appartement. Nous le suivons en caméra discrète. Oui. D'accord, merci. Première constatation, plusieurs hommes dorment dans cette chambre. Wow. Plus vraiment de place pour circuler dans cette pièce encombrée par 6 couchages. On peut même voir des gens qui sont en train de dormir. 3 ou 4 personnes qui dorment. On voit que sur cette pièce, c'est le salon ici normalement. D'accord. Il y a une baie vitrée, un balcon, deux porte-fenêtres. Ouais, ok. Dans la 2e chambre, encore plus petite, c'est le même scénario. 3 lits superposés pour accueillir 6 dormeurs. Bonjour, la mairie, service d'hygiène. On va faire les mesures du logement. 10,69 mètres carrés. On a également 3 lits superposés de 2 places, ce qui nous fait encore 6 couchages. L'assistant tente d'établir le contact pour obtenir de précieuses informations sur le nombre d'occupants. Mais les réponses sont très évasives. Les autres camarades sont au travail. Ils travaillent les autres? Ouais, d'accord. Les réponses sont souvent identiques et concertées. Quand nous leur demandons depuis quand ils sont ici, tous répondent 1 mois. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Oh, 1 mois? 1 mois. D'accord. Avant, vous étiez où? Avant, j'étais métro d'Aubervilliers. Métro Porte d'Aubervilliers? Dans la salle de bain, quelques outils d'ouvriers nous renseignent sur le travail de certains des occupants. Une salle de bain pour 12 personnes, c'est ça? 12 personnes qu'on peut voir dans le sol. On voit 12 couchages par an, il peut y en avoir plus, s'il y a des matelas, s'il y a des choses comme ça. Dans la cuisine, 2 hommes préparent à manger. Qu'est-ce que vous faites cuire là, manger? Poisson. Ah, poisson. Oui, poisson. Non, c'est bon, merci. Alors, on est sur une superficie totale de 43 mètres carrés pour ce logement. Avec 12 personnes? Avec 12 personnes à l'intérieur. 12 occupants dans 40 mètres carrés, soit à peine plus de 3 mètres carrés par personne. C'est 3 fois moins que la surface légale pour une cellule de prison. Bah c'est chaud, non? Combien payent les gens pour habiter là? 100, 120, comme ça. 100 comme ça. Ouais. 120, 140, 150? Non, pas 50. D'accord, 120.
120 € par personne. Ça dépend, ça dépend. Ça Si dépend. quelqu'un ne peut pas donner, je n'ai pas pour ça. D'accord. La réponse n'est pas claire. Les occupants paieraient entre 100 et 120 €, soit entre 1200 et 1500 € de loyer perçu chaque mois. Cela équivaut déjà au double de la valeur locative du bien. C'est un beau business. Hein. C'est un beau business. Après, c'est comme ça. Un beau business, C'est pas très éthique, mais un hein. business illégal. C'est pas très Longtemps éthique. impunis, les marchands de sommeil sont aujourd'hui dans le collimateur des autorités. Après, effectivement, ils sont souvent inquiets, donc du coup, le fait que la mairie s'intéresse à eux, que bon, quand même, on précise les choses, procédure, police, pénal, le tribunal. Dans la majorité des cas de gens qui sont dans ce type de situation, on va retrouver rapidement une situation d'occupation normale de la maison. Ils ont compris les enjeux, hein, ils savent ce qu'ils risquent. Hein. Mais quand la solution à l'amiable ne fonctionne pas, les inspecteurs de la mairie transmettent le dossier au procureur de la République. Ce dernier mandate alors une brigade de police spécialisée. Commissariat de police de Bobigny, on va en Seine-Saint-Denis. vous nous montrez la Ce brigade de matin, police pour ça, un couple d'accord. est convoqué pour être Ouais. auditionné par la cellule de lutte contre l'habitat indigne. Ils sont accusés d'être des marchands de sommeil. De gauche, le couloir à droite. Pour ne pas risquer de compromettre les opérations de la brigade sur le terrain, le policier préfère garder l'anonymat. Il reçoit d'abord l'homme pour lui notifier sa garde à vue. Attends, mais ils étaient floutés les deux autres? Ils vont compromettre les opérations de la brigade Ouais, ils sur étaient le floutés. terrain. Putain, j'avais pas Le vu. policier Putain, préfère je me suis garder dit, l'anonymat. aucun sens sinon. Il reçoit d'abord l'homme pour lui notifier sa garde à vue. Donc vous êtes placé en garde à vue pour des faits de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, mise à disposition aux fins d'habitation d'un local par nature impropre à cette destination. Et donc ces faits-là ont été commis entre 2012 et 2016 sur le département de la Seine-Saint-Denis. Dans cette affaire, le couple est accusé d'avoir mis en place tout un système frauduleux de location dans un pavillon à Aulnay-sous-Bois. Destiné à une famille, le bien immobilier a été divisé en plusieurs petits logements. Ce pavillon a été donc morcelé en 5 logements. Cette division du pavillon a entraîné en fin de compte la création de logements dans des parties qui sont théoriquement non habitables, notamment les sous-sols. Pour rentabiliser au maximum leur investissement, le couple a créé un logement au sous-sol du pavillon. Un logement clairement impropre à l'habitation. C'est un tout petit appartement qui faisait, je crois, 9 mètres carrés, donc qui est semi-enterré, avec une hauteur sous plafond en fait, qui est inférieure aux 2,20 m réglementaires, qui était loué 550 € pour 9 mètres carrés. Pour le policier, l'affaire est claire. L'objectif des prévenus était de se constituer une rente sans le moindre effort. C'était son optique de ne plus travailler, en gros, et puis d'acheter des biens donc, à crédit, les morceler, les louer, récupérer une partie des loyers pour payer le crédit et le reste, lui payer son train de vie. Voilà, donc effectivement, les loyers et ce type de méthode de morcellement en fait, de biens permet de dégager de gros bénéfices. Pour confronter les témoignages des deux prévenus, le brigadier procède à leur audition séparément. D'abord, la femme. Voilà, donc on va procéder à votre audition. Si vous voulez, moi, je ne voulais pas trop... Procédons. Parce que moi, j'avais appris qu'elle sortait avec mon mari, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai pris là-bas. La femme affirme qu'elle n'est pas vraiment au courant des pratiques de son mari. Pour le prouver aux policiers, elle avoue avoir découvert qu'il la trompait avec l'une des locataires du sous-sol et que depuis, elle ne se rendait plus au pavillon visé par l'enquête. Cette information, le policier va l'utiliser plus tard. Pour le moment, il procède à l'audition du principal accusé, le mari. Ce dernier a choisi d'être assisté par une avocate. Est-ce que vous reconnaissez avoir la mise à disposition aux fins d'habitation d'un local par nature impropre à cette destination? Je vous explique, parce que c'est barbare. En gros, est-ce que vous reconnaissez avoir loué un logement qui a été considéré par le service d'hygiène de la mairie comme étant impropre à l'habitation? Non, moi, quand je le veux, c'était bon pour moi. C'est après le service d'hygiène qui m'a dit. Il n'est pas au nom. Moi, pour moi, la maison, il n'y a pas d'humidité. Donc, vous ne reconnaissez pas d'infraction, car avant, vous ne saviez pas que le logement que vous leur fournissiez était insalubre. C'est ça? Non, il y avait sanitaire, la maison était propre, il n'y avait pas d'humidité.
Et ils m'ont dit parce qu'il était trop. Il marque la hauteur. Il y avait les fenêtres, il y avait les portes, tout, oui. C'était dans une chaufferie, donc on avait la chauffage au fût qui était. Oui, la chaufferie, c'était derrière, à côté. Oui, donc c'était à côté, oui. À côté. Il n'y a pas d'évacuation d'air nécessaire pour. Voilà. Je prends juste ça. Effectivement, le logement était top. Agacé par la mauvaise foi du marchand de sommeil, le policier décide d'utiliser les aveux de sa femme. Elle a livré une information précieuse sur la relation adultérine entre son mari et la locataire. Votre femme nous a précisé qu'en fait, vous aviez plus qu'une relation amicale avec elle, qu'elle était devenue votre maîtresse. Non, c'est pas ma maîtresse. C'est elle qui téléphonait ma femme à chaque fois pour raconter des bêtises, pour dire qu'elle voulait casser mon couple. Ah, et vous voulez casser votre... Bah oui, j'ai des problèmes de comment c'est ça, c'est après ça qu'elle est partie du dénoncer. Mais du coup, quel rapport? Attends, l'avocate, elle s'en branle ou pas? Elle aurait dû demander quel rapport entre le... C'est par rapport à ça. Je comprends pas le rapport. Non content de louer une pièce en sous-sol dans la chaufferie du pavillon à ses deux femmes, l'homme a profité de sa position de force pour abuser d'elle physiquement. Sa position d'alpha. Pourquoi vous avez été placé à regarder? Ah, il y a eu viol? Ça c'est, elle a dit que c'est moi qui l'ai tapé avec une barre de fer. Elle n'avait même pas une blessure, il n'y avait rien cassé. Taper quelqu'un avec une barre de fer, je crois qu'il doit avoir au moins une blessure. Au moins une marque, on est d'accord. Ouais. Madame Anat n'a pas été violentée? Non. Alors, si cette dame n'a pas été violentée, comment vous expliquez les ITT qui ont été relevés par les unités médico-judiciaires? Dans ce cas, l'ITT signifie incapacité totale de travail. Aïe. Elle est prescrite par un médecin assermenté et servira lors d'une audience pénale si elle est supérieure à 8 jours. Moi, je vous dis que suite à l'altercation, elles ont été visitées par un médecin et qu'il y a eu des traces de blessures constatées par un médecin des unités médico-judiciaires de l'hôpital Jean Verdier et que pour l'une, a été indiqué 3 jours d'ITT et pour la deuxième, 18 jours d'ITT. Ça fait beaucoup. Je suis vraiment surpris. Ah, vous êtes surpris? Aucune explication à ça? Non, monsieur. Là, il est surpris, mais il est surpris le pauvre homme. Il est surpris. Je sais pas si je peux dire le pauvre homme. Les deux prévenus ont été convoqués par la juge en charge de l'affaire pour une audience correctionnelle. Je suis pas sûr. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et plusieurs centaines de milliers d'euros. 10 ans de prison. L'année dernière, rien qu'en région parisienne, plus de 150 000 logements ont été déclarés insalubres par l'Agence nationale de l'habitat. Mais n'allez pas croire qu'il suffit d'acheter un bien neuf ou même de faire construire pour déjouer les pièges immobiliers. Langon, une petite ville en Gironde, à 40 km au sud de Bordeaux. Yo, c'est le sniper. Patricia Baxalari arrive du nord de la France pour nous raconter comment son investissement immobilier a tourné au cauchemar. En 2005, elle a acheté sur plan à 2 pièces à un opérateur immobilier. C'est un mec. Certaine de faire une bonne affaire, elle a signé sans même se déplacer. Mais lorsque l'appartement est livré, Patricia déchante. Bien voilà la belle résidence qu'on m'a vendue en 2005. Une résidence, un domaine idyllique, dans un cadre idyllique, qui ne correspond pas du tout en fait à la réalité. Je vous montre en fait la plaquette qu'on m'avait bien transmise à l'époque. Donc une plaquette avec une très belle piscine, avec un cadre. Ouais, ça va. Ok, cool. Tant avec le soleil, les gens qui se baignent, l'entrée très paradisiaque. Sur cette plaquette, vous pouvez voir l'infrastructure très jolie avec de la verdure tout autour. Et c'est ce qui m'a aussi aveuglement en fait, tenté d'acheter en fait, ce produit. Une grande piscine au milieu d'un parc arboré dans une résidence de standing. Le tout dans le sud de la France. Ouais, mais faut pas croire ce genre de truc. Pas un seul instant et achète l'appartement de ses rêves. Donc en 2008, je décide, puisque j'étais en vacances pas très loin, je décide de venir voir en fait cet endroit. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai été plutôt désagréablement surprise de voir que ça ne correspondait absolument pas en fait à cette magnifique plaquette qui pour moi. Mais on n'achète pas des trucs sans avoir vu aussi. Genre on n'achète pas des dessins, non? Je sais pas. Mais en réalité, tout est différent. 2 ans après la réception de son logement, la résidence se dégrade et Patricia réalise qu'elle s'est peut-être faite avoir. Ça se fait. Ah bah, mais curieux quand même. Hein. Enfin, tu vas voir, hein, surtout quand c'est des maisons, tu vas quand même voir. Voilà ce que j'ai loué, ce que j'ai acheté. Excusez-moi, mais je suis très émue parce que ça m'a coûté beaucoup, tant en termes financiers qu'en termes de santé. Et puis regardez un petit peu, voilà ce qu'on m'a vendu. Regardez ici, les plaquettes, ce qu'on m'a proposé. Regardez.
Ça, c'est un cadre idyllique. Ça, c'est un cadre qui permet en fait à des investisseurs comme nous en fait d'être, comment dirais-je, pour demain préparer une retraite. Mais attendez, regardez, c'est quoi ça, ces appartements? Je sais pas, moi, je veux dire, ces appartements-là, c'est des appartements. Par exemple que c'est moins cher si tu fais ça, ça permet aussi d'avoir la prise sur la maison. Ouais, mais quand même. Tu sais, c'est un truc, hein. Un appart, une maison, c'est quand même un vrai bail, hein. Un bien décrit comme un logement de standing, construit avec des matériaux de qualité. Ou on dirait qu'on est au camping. Et c'est pas les mobil-homes au camping, c'est le même truc. Regardez de plus près. Regardez, c'est du placo partout. Ouais, c'est du placo. Partout, c'est du placo dans la qualité. C'est pas les darons qui tapent au mur. C'est du placo, ça, hein. Ce n'est pas non plus exemplaire comme on l'avait signalé en fait sur les plaquettes où tout était de qualité avec l'endroit somptueux dans lequel on investit. Les images qui montent ne sont pas censées être mensongères. Non, mais oui, non, mais non plus. Du placo. Mais ça n'est pas le seul problème. Quand même, quoi. À l'extérieur, une autre surprise attend Patricia. Ah, un petit inconvénient quand on veut prendre un petit bain de soleil, je crois. Vous entendez? Non? Vous n'entendez pas? C'est l'autoroute derrière. Ouais, ça c'est chiant en vrai l'autoroute. C'était pas précisé en fait dans sur la plaquette. Ça c'est des chiants. On signalé en fait que juste derrière cette magnifique terrasse, il y avait en fait l'autoroute. Sur la plaquette de présentation, impossible de se rendre compte de la proximité de l'axe routier. Mais sur cette vue satellite, on constate bien que la résidence borde l'autoroute. On m'a dit voilà, on te propose que la résidence. Ah oui, ok. Ok. Après, il y a des piscines. Hein. Bord de l'autoroute. Non. On m'a dit, voilà, on te propose en fait un bien dans lequel tu pourras investir et ton envie depuis longtemps, c'est de devenir propriétaire. On a la possibilité de t'offrir en fait quelque chose de paradisiaque sans apporter un centime. Quand elle a signé, Patricia pensait faire un bon placement grâce à la loi de Robien. Un dispositif mis en place pour encourager l'investissement immobilier tout en réduisant les impôts. Alors au départ, il y a eu des locataires pendant plusieurs années, des locataires qui réglaient régulièrement en fait leur loyer. Tout était suivi par le syndic de l'époque, donc je n'avais aucun souci de rentrée d'argent jusqu'au jour où une locataire avait décidé de partir au bout de 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Et là, ça a été la descente aux enfers, puisque à ce moment-là, impossible de retrouver de locataire. Oui. Un logement vide qui ne lui rapporte rien et lui coûte très cher. Je suis tenue de payer moi-même en fait les mensualités complètes, c'est-à-dire 628 €, sans compter mon appartement en fait dans lequel je vivais à l'époque en Alsace. Oh le gouffre financier. Patricia tente alors de rembourser l'emprunt bancaire, mais très vite, elle n'y parvient plus et se voit dans l'obligation de revendre l'appartement. Oh merde, c'est chiant ça. Presque 10 ans à payer pour rien, l'obligation de revendre ce bien à perte. 10 ans à payer. De 123 000 €, je suis passée à 60 000 €, donc j'ai perdu la moitié. La revente de l'appartement pour la moitié de sa valeur ne permet pas à Patricia de se débarrasser de ses dettes. Elle doit donc encore rembourser près de la moitié du prêt bancaire, mais ça n'est pas tout. Elle a aussi perdu le bénéfice de la défiscalisation. Donc je l'ai vendu avant les 9 ans qui stipulaient initialement par la loi de défiscalisation qu'on ne pouvait pas le vendre avant ces 9 ans. Et comme je l'ai vendu avant ces 9 ans, aujourd'hui les impôts me réclament en plus 25 000 €. Oh les chiens. Aujourd'hui en surendettement, oh c'est dégueulasse ces impôts. Toujours avec le regret d'avoir bradé son appartement. Ignoble ce pays. Bien qu'il n'y ait plus rien à faire, elle va voir un agent immobilier sur place pour qu'il la renseigne sur les prix pratiqués à Langon en 2016. Je serais allé voir un chaman moi. Il n'y a plus que ça à faire. Monsieur. Bonjour madame. Patricia Baxanari, merci de m'accueillir. Enchanté. Asseyez-vous. Merci beaucoup, j'avais quelques questions à vous poser en fait. Putain, elle parle vite par contre. Hein. Ah ouais. J'avais quelques questions à vous poser concernant l'immobilier à Langon, à savoir de quelle façon en fait l'immobilier se porte à Langon, parce que j'avais moi-même acheté un appartement en 2005 et il m'a fallu le revendre et je l'ai revendu à perte. Donc, les zooms caméra comme ça me fume. De l'immobilier à Langon. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. D'accord, eh ben, ça me rassure. Quelle résidence? Volutis, le domaine Volutis, oui. Les routes d'Orient, oui. Absolument. Je connais. Vous connaissez? Oui. Et alors, vous en pensez quoi? Malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans votre cas. Patricia n'a pas de regrets à avoir. Elle a même eu de la chance, selon l'agent immobilier. Alors, vous n'aurez pas vendu un meilleur prix, madame, pour la bonne raison que vous êtes des centaines à vouloir les vendre. Parce que les gens en ont marre, ça se loue mal, c'est vide, ils sont pas tenus au courant de la gestion et ça n'augmentera pas les prix, loin de là.
Dépitée, Patricia comprend qu'elle a payé un appartement largement surévalué. Ah ouais, d'accord. Acheté autour de 3 000 € le mètre carré en 2005, il ne vaudrait plus que la moitié 12 ans plus tard. Vous l'avez payé 2 fois le prix, madame. D'accord. Il ne fallait pas le payer à ce prix-là, ce n'était pas le prix. Ils ont eu tellement un engouement avec cette loi Cellier, d'Eurobiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté les tarifs, il y a eu de la demande. Vous voyez, vous êtes fait prendre, vous. De Normandie, vous êtes venu à Langon, vous ne connaissez même pas Langon. Non. Et vous êtes venu, on vous a fait venir moitié. Il est en train de l'engueuler. Je vous montre un tableau et voilà ce que ça vous coûte. Sauf quand il y a des problèmes. Vous avez pas loué, vous avez loué, vous ne l'avez pas su, vous étiez trop loin pour gérer. Exactement. Je vous le dis, nous les professionnels, on n'a pas voulu. Personne n'en a pris. C'est qu'il y a une raison. En tant que professionnel de l'immobilier, Philippe Baris connaît bien les ravages que ce genre d'investissement... Comment il fait la morale, ouais, de fou. Des gens de Paris. Oh, le conseiller de classe. Un à Saint-Macaire, ils ne connaissaient pas Saint-Macaire, ils n'avaient jamais vu le Sud-Gironde, et 2 à Pau. Et à Pau, il y a 10 000 logements à vendre à Pau. 10 000. Bonne journée, madame, et bon courage à vous. Il a vraiment fumé sa mère. L'histoire de Patricia n'est pas isolée. En France, on dénombre près de 50 000 victimes de la défiscalisation immobilière. Pour se défendre, elle n'a trouvé qu'une seule issue, l'ADIM, l'Association des victimes des opérateurs indélicats de produits de défiscalisation. Nous sommes en Haute-Savoie, à quelques kilomètres de la Suisse. Putain, c'est pas loin de chez moi, C'est là ça. installée Claudie Giraud, la présidente de l'ADIM. Enfin, quoi que non, Dans ses bureaux, plus maintenant. elle reçoit régulièrement de nouveaux dossiers d'investisseurs en détresse. Alors, qu'est-ce que c'est tous ces dossiers, Claudie? Tous ces dossiers, là, ce sont des dossiers de réunion de plaignants. Les autres, ce sont des dossiers de plaignants. Vous en avez partout là. Vous en avez dans une autre pièce de l'autre côté. On a des milliers de dossiers et ils s'en rajoutent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Akéris, Omnium Finance ou Gotham, dans les années 2000, plusieurs Gotham, carrément. profitent Ah oui. de la mise en place de ce dispositif d'État. La défiscalisation censée permettre l'accroissement de la construction de logements neufs, en permettant aux Français de payer moins d'impôts, provoque un véritable engouement. Non, mais croire à la défiscalisation dans ce La pays. défense des propriétaires S'il vous plaît. abusés, à l'époque, elle n'était pas de leur côté. En 2005, elle est recrutée par Omnium, l'un des principaux opérateurs qui vend des logements défiscalisés. Retour en Haute-Savoie, chez Claudie Giraud. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ah, mais il y avait une Aujourd'hui, couverture. Claudie prend la défense des propriétaires D'accord, les gars. abusés. À l'époque, elle n'était pas de leur côté. En 2005, elle est recrutée par Omnium, l'un des principaux opérateurs qui vend des logements défiscalisés. En 2006, Omnium filmait sa convention en grande pompe. Un véritable show à l'américaine. Au micro, Xavier Chausson, le PDG du groupe. Cette année-là, il est classé 136e fortune de France grâce à son succès commercial et devant 2000 conseillers et vendeurs, il sort le grand jeu. Chères créatrices, chers créateurs de valeur, bienvenue pour cette nouvelle convention du groupe Omnium Finance. Pour les motiver, de jolis pop-pom Ça motive tout le monde. défilent en affichant le volume d'affaires annuel, 1,4 milliard d'euros. Pour stimuler encore plus ses troupes, Omnium distribue des primes aux vendeurs les plus performants. Pour clore ce chapitre, eh bien, vous montriez tous vos primes pour la postérité. Je vous rappelle 7,5 millions de primes à 150 managers. On les reconnaît comme... C'est quoi ça? Pour clore le Fan spectacle, service. les stars internationales de la chanson font le show. Bonnie Non, M, vraiment? mais aussi Gilbert Montagnier en duo avec Dave. C'est quoi ça? Alors, grand respect pour Gilbert Montagnier et Dave, mais what the fuck? Putain, mais on est dans une convention d'entreprise. Genre, c'est... on est dans une convention immobilière, putain. Mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai décidé de créer cette association? Eh bien, parce que, j'ai honte de le dire, mais c'est vrai, j'ai travaillé pour un promoteur. Ah oui? Et j'ai fait beaucoup de mal dans mon entourage personnel. C'est-à-dire, j'ai vendu des défiscalisations à tous mes amis.
Aïe. proches familiaux. En 1 an, elle devient l'une des meilleures vendeuses de l'opérateur. Et quand les premiers logements qu'elle a vendus sont livrés, elle découvre qu'ils sont surévalués et souvent construits dans des zones sans potentiel locatif. Elle décide alors de réunir ses amis pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Quand j'ai découvert ce qui se passait, je les ai tous convoqués ici, chez moi, et je leur ai, en toute simplicité, dit la vérité. Ça a été très sportif. Pourquoi? Parce que déjà, il fallait que je puisse dire à tous mes amis que je leur avais fait perdre entre 30 et 80 000 euros. Moi, je pense que je deviens violent. Hein. Genre, on te convoque pour te dire je t'ai fait perdre 30 000 balles. En fait, ça s'est traduit depuis plutôt par 90, 100 000. Ah oui, ben là, ah oui. Et de leur dire que ce qui se passait, ce que j'avais découvert. Donc j'ai fait venir quand même un commissaire de police ici, parce que je me suis dit, il y en a qui peuvent peut-être me faire du mal. Hein, et je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle. La méthode de vente mise en place par les opérateurs pousse les nouveaux conseillers inexpérimentés à s'entraîner sur leur famille et leurs proches. Je devrais frapper. Non, mais pas de violence, mais bon, oui. Prise par cœur jusqu'à la maîtriser parfaitement. Alors, à l'écoute du discours des vendeurs en herbe, certains proches en confiance se laissent tenter. Bien, ces personnes, ce sont mes amis, à qui j'ai vendu une défiscalisation. Et il y en a beaucoup comme ça. Et lui est ruiné à cause de moi. C'est terrible la présentation, bordel. Que de la présentation. J'ai tout pris à cet homme. Merde. Non. Nadège, pareil ou pas loin, à cause de moi. Voilà ce que j'ai fait. Non, mais c'est triste, mais... Au début, je me bats pour eux. Je me bats pour eux. Elle a toujours été à côté de nous, c'est pour ça qu'on lui en veut absolument pas. Oui, tu lui en veux pas. Bon, 100 000 balles, ça fait chier quand même. Hein. Elle a cru de faire une chose de bien. Et en fait, ben voilà, elle s'est rendue compte, c'est elle qui s'est rendue compte quand même que c'était une monstre escroquerie. Et voilà, elle nous a dit ouvertement, clairement et nettement que ben voilà, ben vous vous êtes fait avoir. Ça a été, les maisons étaient surévaluées et maintenant elle se bat pour nous et elle est formidable, quoi. Donc pour moi, Claudie, je lui en veux pas du tout. Une amitié indéfectible qui ne change rien à la situation financière de ses amis. Pour la plupart d'entre eux, le remboursement de leur crédit les a ruinés. Dans cette affaire, ses amis ont chacun perdu 70 000 euros. Oh. Moi j'ai un prêt de 960 euros. Sans côté, j'ai une maison à côté. J'ai une maison, donc il faut que je la paye. Après, tu as le prêt de ta maison plus le prêt de la défiscalisation. Tu n'arrives pas à pu faire le tour, il a fallu que je vende du bien à moi et mon argent de côté est en train de fondre partout là-dedans. Pour d'autres victimes, oh, le putain, problème est encore ça fait chier en différent. vrai. Ça fait un peu chier. Certains propriétaires ont fait miroiter des investissements sans risque dans des zones à très forte demande locative. Avec un argument massu pour convaincre les plus réticents. Exemple, à Annemasse, à la frontière suisse, où le groupe Omnium a commercialisé une résidence de 300 appartements. Ouf, ça donne pas envie, hein. Ils ont pas pris un jour où il faisait beau et tout ça. Annemasse, ça donne pas trop envie, là. Loré du Salève. Loré du Salève, par exemple, c'est intéressant de voir ce qui est noté à Loré du Salève. Une ville à l'économie dynamique, capitale de la finance et du commerce international, à 2 pas de Genève, la cité internationale, une qualité de vie incomparable. Ça fait rêver, vous avez la Suisse à côté, vrai, hein. les belles voitures, les milliardaires. Oui, seulement quand vous allez là-dedans, vous voyez, c'est une résidence pour laquelle il y a des fric-frac tous les jours, les voitures sont vandalisées, le portail est vandalisé, il y a des problèmes dans tous les sens, et les propriétaires ont été obligés de prendre une société de sécurité Il y a tout ça, Annemasse pour surveiller leur résidence. Construite à Annemasse, dans le Genevois, la résidence de Loré du Salève devait offrir toutes les garanties d'un bon investissement locatif. C'est gros, Annemasse. C'est sur ce critère précisément que M. Puot choisit d'acheter un appartement vendu par Omnium, un 3 pièces à 226 000 euros. Mais au moment où il découvre l'emplacement de la résidence, il tombe de l'arbre. On est vers une zone qui s'appelle le Perrier, qui est une zone très connue. Maintenant, on apprend ça après. Annemasse est la zone un petit peu à éviter où on ne tombe pas en panne. Le promoteur qui avait vanté toutes les qualités de la région a juste oublié de préciser que la résidence serait construite dans le quartier Perrier, un quartier classé en zone de sécurité prioritaire par le ministère de l'Intérieur. Ah oui, d'accord. Ce qui a rendu la location du bien beaucoup plus difficile.
Très bien, Le problème, très bien, c'est très bien. la défiscalisation, puisqu'au bout de 12 mois, on n'était toujours pas loué. Et au bout de 18 mois, on a eu un locataire, mais du coup, on ne rentrait pas dans la loi qui était simplement Ils n'ont pas oublié, c'était volontaire. Ils ont malencontreusement oublié. La défiscalisation de cet appartement et ce pourquoi nous avions fait cet investissement au départ. Se sentant trompé, M. Puot décide de poursuivre Omnium en justice. Un combat judiciaire avec l'aide de l'association ADIM qui va s'avérer long et pénible. Au total, 10 ans de procédure pour perdre la première partie, Ça fait beaucoup. aller en appel et après aller jusqu'à la cassation, que l'on vient de gagner il y a quelques jours. La Cour de cassation a récemment reconnu que M. Puot a été trompé par des conseillers d'Omnium au moment de la vente. Il devrait être intégralement remboursé. Une victoire qui risque de faire jurisprudence. À Toulouse, un dirigeant de la société Omnium a accepté de nous rencontrer pour répondre à nos questions. En bon communicant, Philippe Lozeral tient à nous présenter sa société. Omnium Finance, depuis 25 ans, et à l'origine, est une société de commercialisation de produits d'investissement locatif. Donc nous intervenons en tant que commercialisateurs. Commercialisateur, ça signifie que nous sélectionnons des promoteurs, nous sélectionnons des opérations immobilières avec ces promoteurs et nous les proposons par le biais de notre réseau de mandataires à une clientèle de particuliers essentiellement. Nous avons proposé à Claudie Giraud de décrypter le discours de M. Lozeral. Claudie aussi a fait des réacts Twitch sur ok. Sur les 35 000 logements que nous avons vendus, on a, pour être très exact, 123 investisseurs qui sont revenus vers nous pour se plaindre et une dizaine d'affaires judiciaires, en l'occurrence 10 pour être très précis, que nous avons perdues, dans lesquelles notre responsabilité, ainsi que celle des autres acteurs, promoteurs, gestionnaires, ont été pris en considération. Je peux dire que ces propos sont complètement faux. Ah oui. Je vais juste vous citer un petit exemple. Dans l'année, je dirais, dans les 2 mois précédents, on est à 21 dossiers en cours de cassation. Et je ne parle pas de tous les tribunaux de grande instance en cours, ni des cours d'appel en cours. Donc on est loin, mais très 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 loin des 10 procès dont parle cette personne. Manifestement, M. Lozeral tente de minimiser le nombre de plaintes déposées contre Omnium. Et lorsqu'on lui parle de Patricia Baxalari, il a de nouveau une réponse qui laisse Claudie perplexe. Lorsqu'elle a acquis ce logement, elle s'est engagée auprès de l'administration fiscale à louer son logement pendant 9 ans pour pouvoir bénéficier de l'économie d'impôt. D'accord. J'imagine qu'elle a pu bénéficier de l'économie d'impôt pendant les années où elle a gardé son logement. Là, je suis absolument pas d'accord. Je viens d'entendre que Mme Balskahari avait pu bénéficier de 4 ans de défiscalisation avant d'avoir vendu. Or, la loi, elle est très, très, très claire. Si vous revendez avant 9 ans et que vous avez bénéficié de quelques années de défiscalisation, vous devez rembourser à l'administration fiscale. C'est-à-dire, vous subissez une requalification fiscale. Le dirigeant d'Omnium tente de nous persuader que les investisseurs sont respectés et qu'en cas de défaut de locataire, ils bénéficient d'une assurance et d'une garantie de loyer. Il était proposé une assurance qui couvrait cette vacance locative et qui était chargée d'indemniser les propriétaires à hauteur du montant du loyer. Alors, je ne sais pas si cette personne-là a souscrit cette assurance, mais en l'occurrence, il existait et il existe toujours une assurance qui permet de couvrir cette vacance. L'assurance en question, l'assurance locative, couvrir les loyers impayés, les absences de locataires, les vacations. Cette assurance, en fait, n'a quasiment rien couvert du tout. Cette assurance s'appelait le GAN. Au début, le GAN a effectivement indemnisé. Ensuite, le GAN s'est retourné et a porté plainte en correctionnel. Effectivement, en 2007, la justice soupçonnait une arnaque à l'assurance sur certains contrats d'assurance loyer impayés souscrits au GAN. Xavier Chausson, le PDG d'Omnium, sera placé en garde à vue et quittera la présidence du groupe. Carrément. Claudie Giraud, elle, vient d'écrire un livre à paraître sur le sujet.
Un ouvrage dans lequel elle promet des révélations. En France, on ne dénombre pas moins de 50 000 victimes des programmes de défiscalisation immobilière. Des personnes qui voulaient constituer un patrimoine et qui se retrouvent ruinées. Terrible. Les déconvenus, c'est aussi parfois ce qui guette les propriétaires qui achètent une maison à rénover. Pensant faire une bonne affaire, ils se lancent alors dans l'enfer des travaux. Calvisson, à quelques kilomètres de Nîmes. Dans cette tente, Nicolas Perrin. C'est ici que cet homme de 38 ans vit depuis 1 an. Quoi? Non, c'est chaud. Et ce matin est pour lui un jour particulier. Il vient de prendre une décision radicale. Il s'apprête à prendre son dernier repas. Et même le partager. Mais attends, son dernier repas avant quoi? Aujourd'hui à 9h, donc dans quelques minutes, là j'attaque une grève de la faim. J'avais 2 choix en fait à un moment donné. Quoi? Il se passe quoi là? C'était clairement, parce que j'en étais arrivé là, clairement mourir dans l'indifférence la plus totale. J'en étais arrivé là, ou réagir. Désespéré, Nicolas n'a pas trouvé d'autre solution pour alerter sur son cas. En vrai, moi je serais lui. Moi je comprends la démarche, mais moi j'aurais tapé un de ces restos. S'il est prêt à jouer avec sa vie, c'est à cause de sa maison. Enfin, ce qu'il en reste. Il y a 2 ans, Nicolas a un coup de cœur pour ce Vraiment, je tape mon meilleur resto. dans la Garrigue. Dans le centre-ville, il a découvert cette belle bâtisse en pierre. Il craque et décide d'acheter ce qu'il espère être son paradis terrestre. Alors Nicolas, où est-ce qu'on est là? On est dans la maison de mes rêves en fait. Quand je l'ai visité la première fois, j'ai tout simplement craqué. De la vieille pierre, il y avait une vieille cheminée et tout ça. Je suis tombé vraiment amoureux de cette maison. Une vieille maison en mauvais état, des travaux sont à prévoir. Là normalement je devais avoir un hall. Et de ce côté, de l'autre côté, j'avais une grande chambre parentale qui donnait sur la rue, une petite rue calme de village. Et là, j'avais un espace salle de bain. Maintenant, j'aurai, en fait. Un jour, je l'aurai. Ah oui, d'accord. Pour rendre la maison de ses rêves habitable, de lourds travaux doivent être réalisés. Cela ne fait pas peur au jeune homme. Il sait que dans sa région, une entreprise a très bonne réputation pour ce genre de rénovation. Je voulais quelqu'un qui soit dédié, qui gère, en fait, qui coordonne tous les corps de métier durant les travaux, parce que je pouvais pas être là tous les jours. J'y connais rien, c'est pas mon métier. Moi, j'ai fait confiance en fait au bureau d'études local de mon village. L'offre du bureau d'études lui semble correcte et dans les règles. C'est donc en toute confiance qu'il signe avec eux, pour son plus grand malheur. Donc je leur fais confiance, on signe donc un contrat ensemble et 2 mois et demi après, ils se volatilisent donc en pleine nuit ou en tout cas le bureau est fermé, plus de nouvelles d'eux. Ah oui. En une nuit, le rêve de Nicolas s'est transformé en cauchemar. Chaud ça. Plus d'ouvriers sur le chantier et pire, les escrocs ont fui avec une partie de son argent, plus de 20 000 € destinés aux travaux. Moi, mes travaux se sont stoppés complètement, je ne savais plus où j'allais. Nicolas a du mal à réaliser tout de suite qu'il est victime d'une arnaque. Le bureau d'études avait pignon sur rue, en plein centre-ville. Mais quand il se rend sur place, il comprend tout de suite que les soi-disant professionnels ont fui avec précipitation. Ouais. Alors c'est ici, Nico? C'est ici, ouais, c'est ça. Bureau d'études et de conseil en bâtiment. Adhérent aux commerçants de Calvisson et installé dans le village donc depuis déjà quelques temps. Et on voit à l'intérieur, tout est abandonné, tout est en place. Il y a encore des habits, encore du matériel. Ouais. Donc quand vous découvrez, vous comprenez déjà pas ce qui vous arrive. Voilà, vous cherchez à les contacter et puis vous vous rendez quand même rapidement compte au bout de 2-3 jours de la supercherie et de la super escroquerie. Une escroquerie qui ne s'arrête pas là. Supercherie, ça a l'air d'être le terme. 20 000 € disparus dans la nature, Nicolas découvre que les travaux déjà entrepris sont en plus mal réalisés. C'est visible, de malfaçon qu'il peut y avoir. Et l'état d'avancement aussi. Donc là, je suis sur le dessus de la voûte, là, c'est de la terre, tout simplement. Donc par exemple, les infiltrations, elles sont multiples. J'en ai là que j'ai commencé à noter au fur et à mesure, mais j'en ai d'autres qui apparaissent.
J'en ai une normalement aussi de l'autre côté. Là, ici, c'est carrément un pan de mur complet qui ruisselle. Donc hier soir, il y a bien plu hier en fait. On commence à avoir nos gros orages. Mais là, ce mur hier soir, en fait, il coulait. Merde, ouais. Des infiltrations qui humidifient la maison. Mais plus grave encore, une partie de mur menace de s'effondrer. La fissure qu'il faut que je surveille là-bas, qui est peut-être un défaut de construction aussi, elle est assez impressionnante. Oui. Celle-là, là, où je passe carrément en fait ma main dedans. Des malfaçons, la maison en est pleine. Rien n'est aux normes. Et là, c'est la partie donc supérieure. Donc là où je devais avoir en fait un salon à cet endroit-là. La dalle aurait dû être coulée en une seule fois. Elle a été coulée en 2 fois. Donc là, c'est impossible de mettre du carrelage. Parce qu'au niveau de cette fissure-là, le carrelage, il va casser tout simplement. Là, au niveau de devant, hier, il y a eu les grosses pluies. Donc en fait, toute la dalle est inclinée vers l'intérieur de... C'est de la peine un peu quand même. En fait, j'ai tout qui rentre. Après chaque averse, Nicolas doit donc écoper l'eau sur sa terrasse s'il veut éviter que tout son sol ne moisisse. Une situation intolérable qu'il ne supporte plus. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui et dans quoi je vis aujourd'hui. Ça paraît juste incroyable. 2016 en France. Ah, c'était en 2016, ok. Je me demandais un peu ce n'est pas une chambre qui était prévue ou un camping. C'était une cuisine qui allait en long en fait ici. Nicolas a encore du mal à y croire, mais il s'est bel et bien fait avoir. C'est la première fois que je me fais vraiment berner d'une manière comme ça quand même. C'est assez à grande ampleur, ouais. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit oui, il est commercial, comment ça se fait qu'il n'a pas vu le coup venir? En fait, non, je fais confiance en fait aux gens du métier. Et j'avais effectivement un bureau d'études locales dans mon village qui avait quand même plutôt bonne presse, qui était passé dans les journaux, qui faisait effectivement, qui travaillait avec des artisans, qui avait déjà fait des réalisations, donc avec des clients contents aussi quand même. Dans cette affaire, Rien. Nicolas n'est pas le seul à avoir été berné. Le bureau d'études employait des artisans qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés sans salaire. Bonjour Jean-Marie. Ça va? Ouais. Jean-Marie est maçon, et dès le premier jour de chantier, il avait senti que quelque chose n'allait pas. La responsable du bureau d'études ne semblait pas très au fait des réalités d'une rénovation. Au départ, j'avais déjà un soupçon. Et moi, j'ai dit que ça allait pas. Elle m'a dit, si, t'inquiète pas, tout va aller bien. Avec 20 ans de carrière dans la maçonnerie, Si, ne t'inquiète pas. jamais Jean-Marie n'avait été confronté à de telles méthodes de travail. Mais non, c'est pas tabou. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Les tirés, les pointillés, les ouvertures, il y avait pas ça. Ça fait qu'on a monté ça, comme ça. Ah oui, d'accord. Résultat, une maison rénovée à l'aveugle, totalement inhabitable. Et alors que Nicolas a dû dépenser tout son crédit pour tenter de corriger les plus grossières malfaçons, il n'a aujourd'hui plus d'argent pour les travaux. Il est ruiné. Les 75 000 euros aujourd'hui, clairement, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Donc, Et la maison n'est pas terminée? Et la maison n'est pas terminée non plus. Ouais, embêtant, ouais. Allez, couche-toi. Nicolas est donc dans une impasse. Ses nuits sous la tente ne semblent pas prêtes de s'arrêter. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Nicolas à Calvisson. L'homme est toujours en grève de la faim. 75, mais en fait, j'ai reperdu 1,5 kg en 4 jours. Et son combat commence à porter ses fruits. Salut. Nicolas Perrin. Hop. La presse locale a eu vent de son cas et plusieurs médias se sont aujourd'hui déplacés pour lui consacrer un sujet. J'ai été victime d'une escroquerie et aujourd'hui j'ai normalement un système judiciaire qui est en place, qui est censé me protéger et qui ne me protège plus en fait. Un véritable élan de solidarité semble s'être développé autour du gréviste. Nicolas a même créé une page de soutien sur un réseau social. Et l'effet a été immédiat. Geoffroy, un jeune maçon, a décidé de venir lui prêter main forte bénévolement. C'est Geoffrey Vera que je connaissais pas. En fait, il s'est présenté à ma porte. Il Bravo, brave type. En fait, me donner un coup de main. Les gens sont sympas. Juste avec son cœur. Il a fait toute la chape ici, tout le carrelage de la salle de bain, tout le carrelage de la chambre. Geoffrey n'habite pas très loin.
Dès qu'il a entendu parler de la situation de Nicolas, il n'a pas pu rester insensible. Pas pu m'empêcher quoi, je l'ai appelé direct, j'ai dit si t'as besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, tu me le dis et puis je viens t'aider bénévolement. Mais le jeune maçon ne s'attendait pas à découvrir un tel chantier. Ouais, je m'étonne. C'est une catastrophe, des infiltrations d'eau partout, des dalles, il n'y en a aucune de droite, les balcons ils l'ont fait à l'envers, la pente vers la maison, tout rentrer chez lui. C'était une catastrophe quoi. Si Geoffrey va donc tenter de lui rafistoler un peu son sol, Nicolas peut aussi compter sur l'aide d'un autre artisan. Philippe Bruscoli est couvreur et lui aussi est révolté par cette situation. Ça escroque les gens, ça part avec des porte-monnaies bien pleins, ça revient jamais. Il y a des personnes qui se sont gavées sur ce chantier. Résultat des courses, il n'y a rien de fini, ça prend l'eau partout, il n'y a pas d'électricité. Voilà quoi, c'est pas une situation normale. Philippe tente depuis plusieurs jours de colmater les fuites sur le toit terrasse. Quand même, hein. Mais malgré sa bonne volonté, il ne pourra jamais entièrement refaire l'étanchéité, faute de budget. Sur une terrasse comme ça, c'est de l'ordre de on va dire 4 000 € quoi. Non, je ne sais pas là en ce moment. J'aimerais bien parce que ça serait une des priorités, hein, clairement. Mais non, 4 000 €, non, je les ai plus. C'est terrible. Une mauvaise nouvelle qui signifie que l'eau continuera à s'infiltrer chez Nicolas. Après 30 jours, Nicolas Perrin a cessé sa grève de la faim. Il a décidé de porter l'affaire en justice. Les gendarmes de Calvisson mènent l'enquête pour retrouver les responsables de ces déboires, toujours en fuite. Pour éviter que les travaux de rénovation ne virent au cauchemar, de plus en plus de Français décident de faire construire leur maison individuelle. Pas moins de 107 000 l'année dernière. Un business qui ne connaît pas la crise et qui a même son salon depuis quelques années. Pour éviter que les travaux de rénovation ne virent au cauchemar, 107 000 l'année dernière. Porte de Versailles à Paris, au salon de la maison individuelle. Nous sommes accompagnés d'Aude Burel, juriste d'une association de défense de particuliers qui font construire, la Moi. Dès notre arrivée dans les allées, nous sommes surpris par le nombre d'offres commerciales, toutes plus alléchantes les unes que les autres. 10 000 € offerts sur l'achat de votre maison, votre garage pour 2 €, ou des prêts de 30 000 € à 0%. Alors, pour comprendre ce qui se cache derrière ces offres particulièrement intéressantes, avec Aude, notre juriste, nous nous sommes fait passer pour un jeune couple prêt à faire construire sa maison. Équipés d'une caméra discrète, nous allons tenter de décrypter les différentes techniques de vente pour nous convaincre d'acheter. Très vite, nous sommes abordés par une commerciale. Donc vous avez un projet de faire construire? Ouais. À peine installée, la vendeuse nous fait un premier cadeau et pas n'importe lequel. Du coup, si vous prenez rendez-vous là et qu'on vient vous voir chez vous, si vous signez que le projet vous intéresse, on vous offre la cuisine aménagée, 9 000 €. Alors la cuisine à 9 000 € chez ce n'est pas un cadeau, il est compris forcément ailleurs dans le prix de la construction et dans le prix de votre projet de construction. Donc ils retrouvent leur financement ailleurs. Nous faisons mine d'être intéressés par le projet de construction. La commerciale se montre particulièrement rassurante et nous décharge de toutes les formalités et autres lourdeurs administratives. Comment ça se passe en fait? Si par exemple aujourd'hui on vous demande de nous proposer un plan, qu'on vous dit voilà cette maison elle nous plaît, on peut faire ça, comment ça se passe après? Bah après on vous fait tout, nous on vous fait les papiers, on vous cherche le terrain, on vous emmène chez le notaire, on s'occupe de tout de A à Z. À l'écouter, faire construire sa maison, c'est simple comme un jeu d'enfant. Et pour achever de nous convaincre, elle nous propose une facilité de paiement à peine croyable. Vous commencez à payer que quand vous rentrez dans votre maison. C'est-à-dire vous construisez la maison et quand elle est construite, c'est à partir de là qu'on paye? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Curieux quand même l'arnaque là. C'est impossible d'avoir de gens. On se prend un peu de nous. Hein. C'est une question qui se pose aussi. Je crois qu'on se prend un peu de nous. Hein. Une offre malheureusement un peu trop belle pour être vraie. Car en pratique, les promoteurs immobiliers demandent aux propriétaires des paiements à chaque étape de la construction jusqu'à la remise des clés. Bah ouais. Et quand on demande à la commerciale de nous remettre un contrat type pour prendre le temps de la réflexion, elle a une réponse toute faite. Est-ce que vous avez un contrat modèle, des choses comme ça Contrat modèle, non, les contrats on les donne pas, on les donne pas ensemble parce que pour pas que les concurrents les aient. Crainte d'éventuels concurrents, argument bidon pour ne pas nous laisser le temps de la réflexion. Quoi qu'il en soit, aucun des constructeurs que nous avons questionnés sur ce salon n'a souhaité nous remettre son contrat type. Vous avez un modèle contrat parce que moi j'ai un avocat, je lui ai dit que je lui montrerai. Bah là je peux pas, j'en ai pas pris. Je ne peux pas signer aujourd'hui.
Ignorant que Aude est en fait la juriste de l'AMOI, l'association de défense des propriétaires de maisons individuelles, un autre vendeur va faire preuve d'un culot monstre pour nous rassurer. Nous, notre contrat, il a été fait par l'AMOI, en plus. L'AMOI, c'est un petit peu... Envie de mourir de rire. Oh merde. Forum de conseil et d'accompagnement des gens qui font construire leur maison. Et nous, on est tellement transparents que... Oh le regard. Elle est en mode quel fils de pute. Le jour où on a fait notre contrat, on l'a fait en partenariat avec eux. C'est-à-dire que c'est des choses qui ont été lues et approuvées. Le jeune commercial nous a dit en fait qu'il était très fier de connaître l'AMOI puisqu'ils lui-même, c'est parce qu'il raconte moi de fou. Contrat, en fait, leur contrat type de signature à l'AMOI pour validation et modification si jamais on retrouvait des clauses abusives ou illégales. A priori et jusqu'à présent, nous n'avons aucun contrat qui nous a été adressé dans ce sens-là et encore moins par cette société. Des cadeaux, des réductions, une cuisine offerte, de belles promesses, des commerciaux au bagou redoutables. Ici, tout est fait pour nous convaincre de devenir propriétaires. Mais notre juriste tient à nous mettre en garde. Ici, c'est un business. Vous êtes rentré dans le projet d'une construction. C'est de l'économie. Il ne faut vraiment pas faire confiance. Tout est un business. C'est un monde de requins, vraiment. Vous êtes particulier. Eux veulent vous faire signer, donc il faut se méfier. Et vous allez voir que la méfiance, c'est parfois ce qui manque à ceux qui rêvent de faire construire leur maison individuelle. Sixte-sur-Aff, une petite commune en plein milieu de la campagne rennaise. C'est ici que vivent Karine, David et leurs 3 enfants. D'accord, et vous mettez votre gilet, toi et Maëlys. Dans une maison qui n'est pas la leur. On est ici depuis le 1er mars 2014. Et au départ, on devait rester que quelques mois. On devait rester quoi 12 à 18 mois, pas plus, quoi. Et au final, ça fait 2 ans et demi. Ouais, ça veut. Ouais. Depuis 3 ans, le couple a donc dû revoir ses plans et prendre cette location. Car leur véritable maison qu'ils ont fait construire n'est toujours pas prête. Voilà ce que notre maison devait donner. Notre tort dans l'histoire, c'est d'avoir fait confiance à des professionnels, qui d'ailleurs aussi des professionnels avec une réputation en or, comme quoi personne n'est infaillible. Karine et David Perrault avaient fait appel à un cabinet d'architectes pour construire leur maison. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La maison n'est pas livrée, les travaux en stand-by. La famille doit aujourd'hui s'entasser dans ce logement non adapté pour 5 personnes. Tous les deux. Alors ici, on est dans la chambre de Lohan. C'est à la fois une chambre et aussi un dressing, puisque bon, les pièces ne sont pas extrêmement grandes, donc voilà où je mets mes affaires. Oh oui, d'accord. C'était pas du tout la chambre de bébé que nous, on avait prévue. Alors, on va aller dans la chambre des filles, qui est ici. C'est leur chambre. Il n'y a qu'un seul lit? Il n'y a qu'un seul lit, c'est un lit 2 places. Qui est-ce qui prend le plus de place dans le lit? C'est Maëlys qui prend le plus de place. Parce que des fois, dès que je me réveille en milieu de la nuit... Ça doit être chiant de partager le lit avec son frère ou sa soeur. Et donc tu fais quoi? Je la pousse, hein. Ça doit être chiant. Pour cette famille, la situation est intenable. Et pourtant, ils sont encore loin de pouvoir déménager. C'est ici, sur ce grand terrain de 2000 m², qu'ils avaient décidé de faire construire leur demeure de rêve. Et pour le moment, il faut avoir beaucoup d'imagination pour visualiser le rêve sur ce chantier à l'abandon. Voilà la maison, voilà le chantier où il en est. 180 m² de surface habitable, des pièces spacieuses et modernes. Voilà à quoi devait ressembler leur nouveau logis. Ouais, mais d'accord. Karine et son mari ne peuvent qu'imaginer le décor dans lequel ils auraient dû vivre. À cet endroit-là, devait y avoir un plan de travail. Ici, ça devait être la partie évier, la vaisselle et quelques placards. À ce niveau-là, ça devait être frigo et une colonne pour micro-ondes, four et cuisine équipée, quoi. Pour les enfants, la réalité n'est pas non plus facile à accepter. Ouais, Alors que les m'étonnes. 2 petites filles doivent se partager un lit, elles auraient dû ici avoir chacune leur chambre. Et où est-ce qu'elle était censée être, ta chambre? Où est-ce qu'elle est censée être? Ici? Où est-ce que tu aurais vu ton lit, toi? Là. Karine et David ont économisé de longues années avant de se lancer dans la construction de leur bien.
Le couple a investi toutes ses économies, plus de 140 000 € dans ce projet. Ouais, c'est le prix d'une maison. L'architecte qui s'occupait de tout leur avait promis une livraison en 9 mois. Mais très vite, le couple a senti que le chantier n'avançait pas comme prévu. Au mois de juin, fin juin, tout début juillet 2013, on s'est aperçu avec mon mari qu'il y avait quand même beaucoup de retard. On devait être dans la maison fin juillet 2013. Donc de là, on décide de contacter notre assurance habitation qui nous disent de contacter un expert en bâtiment. Wow. Et c'est cette décision qui va tout faire basculer. Le début de 3 ans d'enfer. Le couple contacte donc un expert en bâtiment, choisi au hasard dans les pages jaunes. L'homme va faire un diagnostic sans appel. Les travaux ont certes pris du retard, mais ce n'est pas le plus grave. Pour lui, la maison est surtout truffée de malfaçons. Ici, on a une poutre qui est beaucoup plus large que ce qu'elle devrait, c'est-à-dire 57 cm au lieu de 40. On a un escalier qu'on fait partir ici, juste en dessous de la poutre. Qui part. Putain, on peut faire confiance à personne. Hein. Comme ça. Seulement, vous voyez que la réservation des menuiseries, c'est-à-dire le sol qui n'est pas encore fait, remonte jusqu'à ce niveau-là. Donc quand je vais faire partir l'escalier, quand je vais monter l'escalier, je vais me cogner la tête contre la poutre. Pour pouvoir monter l'escalier sans se cogner la tête, terrible. il faudrait donc Terrible. mesurer moins de 1,58 m. Salut Bisbo Bakugo. Plus grave encore, la chape de béton ne court pas sur toute la surface à l'étage. Une anomalie extrêmement dangereuse. De cette partie-là d'ici, il y a un vide, la chape à l'étage s'arrête ici. Pourquoi elle ne va pas jusqu'au bout? Et le vide qu'on a ici sur le côté part d'ici et traverse la maison quasiment, pas sur toute la longueur, mais presque. Parce que ça veut dire quoi quand on va être à l'étage? De se retrouver avec un vide, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place du vide? Ils ont mis de la laine de verre pour camoufler. S'il n'y a pas de chape, on peut passer à travers, c'est ça? Ah bah oui, parce que nickel. la chape s'arrête là. D'accord, donc tu passes à travers le plafond, Et c'est des ça? malfaçons, Parfait. la maison en présente dans toutes les pièces. Juste parfait. Les baies vitrées ne sont pas posées à la bonne hauteur. L'expert nous a dit que le carrelage venait dans le dormant de la menuiserie. Autrement dit, si on voulait un jour changer la menuiserie, il faudrait casser notre carrelage. Dans le jardin, un petit détail risquerait aussi de vite rendre l'ambiance nauséabonde. La fosse septique a été placée à quelques mètres de la porte d'entrée. On a une fosse Oh, qui est merde. installée ici. Seulement, on se sert depuis qu'on a branché sur nos toilettes et la machine à laver. Seulement, la fosse septique se trouve à 17 mètres du puits, alors que la distance légale, c'est 35 mètres. Après avoir noté toutes ces constatations, l'expert en bâtiment a donc rendu un verdict définitif. Pour lui, la maison est entièrement à démolir. Oh Il faut merde. stopper le chantier Nickel. et attaquer le cabinet d'architecte. On est content. Il semble quasi impossible de solutionner ce conflit de ce dossier dans le cadre à l'amiable. Il nous dit que pour récupérer nos billes, ses propres mots, nous devons partir en procédure judiciaire et arrêter le chantier. Bah excellent, Cette on est content. procédure va aboutir à un On est coup de super théâtre content. pour les Perrault, car la justice Yo, Lily Sparrow, a ça va aussi mandaté son propre expert. Et ses conclusions sont très différentes de celles de l'expert en bâtiment des Perrault. Selon l'expert judiciaire, les malfaçons Ouais, mettent ouais, c'est nickel, aucunement en c'est danger nickel, la mec. construction. Dans le rapport de l'expert en bâtiment, la société, notre maison est à démolir. Et ce rapport de l'expert judiciaire, c'est des malfaçons banales. Donc, on se pose la question... Énorme. Oui, Tout il y a un à rapport démolir. qui dit vrai, il y a un rapport qui dit faux. Lequel dit vrai, lequel dit faux. Les Perrault n'auraient jamais dû mettre fin au chantier, car il n'y avait pas de réel danger de construction. Autrement dit, la maison ne menaçant pas de s'effondrer, il n'y avait pas de raison légale à exiger la rupture du contrat. Il leur est donc désormais impossible d'intenter une action en justice contre l'architecte ou qui que ce soit. Oh putain. Par rapport à la maison, on a donné 126 182,71 €. Et à ce jour, là j'ai fait le calcul, 10 887,43 €, la procédure judiciaire. Mais les Excellent. dépenses qu'ils ne peuvent vraiment pas digérer, ce sont les honoraires de l'expert en bâtiment. L'expert en bâtiment le plus vénal, 4 709 €
et 5 centimes. Presque 5 000 € qu'on a donné à un escroc, tu te rends compte? Ça fait Ah oui, baisser. lui, c'est plus vénal. Lui, c'est quelqu'un. Mais il s'est mis bien. Hein. Il est vénal, hein. C'est quelqu'un de vénal. Moi, je Quelqu'un de vénal. le vois comme un serpent à sonnette, hein, ce monsieur-là. Les Comment quoi Perrault en- Moi, je le vois comme un serpent à sonnette. Hein. Un serpent à sonnette, oui. Les Perrault en sont persuadés, ils ont été abusés par l'expert en bâtiment. On est sûr maintenant à 200% qu'on a été baratiné, mais du début à la fin, quoi. C'est l'expert qui nous a donné volontairement de mauvais conseils. Les Perrault hésitent à porter plainte. Ils n'ont plus d'argent et ils savent que cette procédure coûte très cher. Pour le moment, ils voudraient surtout avoir des explications. Il s'est fait plein les poches. a Ouais, hein. aujourd'hui décidé d'aller frapper à la porte de l'expert. Je me déplace pour aller le voir parce que malheureusement, ce monsieur est injoignable au téléphone. Donc, ça fait 1 an que j'essaye de le joindre et j'arrive pas à le joindre. Donc là, peut-être que en se déplaçant, je vais peut-être avoir un peu plus de chance. Je viens à ta porte. Peu d'espoir. Je viens de chercher devant chez toi. J'ai niqué ta mère. Je lui en veux de ne pas nous avoir C'est un peu ça. informé des conséquences du fait d'arrêter le chantier maintenant parce qu'il le savait automatiquement. En tant qu'expert en bâtiment, il ne pouvait pas ne pas le savoir. C'est pour ça qu'il l'a fait intentionnellement? Oui, je pense qu'il l'a fait intentionnellement, oui. Pour continuer l'affaire de façon à ce qu'on le paye encore plus cher. David est convaincu que l'expert est incompétent et a profité de la situation pour gonfler ses honoraires en facturant de nombreuses interventions inutiles et les a induits en erreur en leur demandant de résilier leur contrat. Alors pour en avoir le cœur net, il va se rendre chez lui pour le confronter. À peine arrivé devant l'immeuble, David tombe nez à nez avec lui. Bonjour monsieur. monsieur. C'est vous que je veux les voir. Non, c'est bon. En fait, on suit monsieur, mais on voulait pas. Ah, parce que je cherche à vous joindre, j'arrive pas à vous joindre. Je cherche à avoir des explications. J'ai pas de. Jamais vous m'avez appelé au téléphone. C'est moi qui vais avoir une explication de ce qui s'est passé. De ce qui s'est passé, pourquoi? Mais vous êtes expert. Et vous alors saviez en nous disant tout ça, en allant en procédure, on allait perdre. Parce qu'on a perdu. Je sais pas si vous êtes au courant. Non, je suis pas au courant. Parce que moi, j'ai demandé, je suis déplacé spécialement chez l'avocat. Je lui ai demandé de faire des démarches, ainsi de suite, d'un certain nombre de choses, qu'il n'a jamais faites parce que j'ai jamais eu retour. Oh l'embrouille. L'homme nie toute arnaque. Il tient tête à David sans fléchir. La présence de notre journaliste semble encore plus l'énerver. Ni de vous, ni de l'avocat, ni... C'est mon truc là, s'il vous plaît. Mais monsieur, en fait, il y a une question qui voulait vous poser. Alors, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes dans la... Oui, bien sûr, t'es pas au courant. Il est au courant de rien, le pauvre homme. Je suis journaliste et je suis monsieur. Vous dégagez. Et en fait, vous l'avez mal conseillé. Non. Vous lui avez dit d'interrompre le chantier. Non. Ah si, vous Ah bah avez si. dit d'interrompre le chantier. Curieux. Et on a perdu à cause de ça. Et vous le saviez. Sale course dans les escaliers. Acculé, l'expert préfère fuir. Il s'enferme chez lui. David en est maintenant persuadé, il n'obtiendra jamais de réponse. Il n'ouvrira pas, c'est une réponse que je n'aurai jamais. Vous y croyez à son histoire d'avocat? Non, bien sûr que non. Ils savaient tous ça. Un avocat, un expert qui ne sait pas ça. C'est pas un homme de loi et c'est pas un expert en bâtiment, à partir de là. Ou alors c'est quelqu'un qui fait ça dans le but de mener les gens en bateau. C'est un but qu'on lui niquer à sa porte. Sinon, il ne fuirait pas. Même là, quand on est tombé à se trouver sur le fait, il fuit. Il va s'enfermer vite fait dans sa maison. C'est pas la réaction de quelqu'un qui n'a rien à se Il va retruquer, là. C'est la réaction de quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait. Choqué par cette entrevue, David est maintenant totalement convaincu de la culpabilité de l'expert. Oh merde. J'en crois pas mes yeux. Et encore plus de sa réaction. Et c'est impardonnable Oh putain. de pouvoir mettre une famille sur la paille et ensuite vivre comme si de rien n'était. C'est tout simplement inacceptable. C'est ignoble. Il a raison, c'est ignoble. Que l'on décide de retaper sa maison ou de la faire construire, les pièges à éviter sont donc nombreux. Règle numéro 1, bien choisir ses artisans ou son constructeur et se méfier des tarifs trop bas ou des offres trop alléchantes. Mais vous allez le constater, en matière d'immobilier, il est des situations devant lesquelles on ne peut pas lutter.
Quand face à vous se dresse l'État, c'est alors David contre Goliath. Ouais, un peu, ouais. Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne. C'est ici que Abderrahmane a ouvert sa boucherie il y a 1 an. Une activité qu'il pensait rentable et que son entourage lui avait fortement conseillé. Pourquoi la boucherie? Parce qu'avec tous les amis que j'ai qui ont créé des boucheries un peu partout, et c'est des affaires qui marchent très très bien. Surtout la boucherie halal, c'est devenu à la mode et c'est vraiment c'est explosif. Et pour réussir, Abderrahmane avait mis toutes les chances de son côté. Voilà, ça c'est... Ils ont mis une musique orientale pour symboliser les boucheries halal. Ils s'en battent les couilles. Sur la merguez. Ici, c'est un stérilisateur au niveau des couteaux. Voilà, que je branche tous les matins. Il a investi plus de 25 000 € dans du matériel dernier cri. Si, ça représente quand même un petit peu d'argent quand même. Un exemple, je prends un exemple de cette vitrine-là. Elle est quand même pas loin de 7 000 €. Une rôtissoire, un exemple, celle-là, elle fait 4 000. Je prends une machine comme ça, elle a une pesette comme ça, elle est dans les 1 200. C'est quand même, il y a de l'argent quand même dans une boucherie, attention. Hein. Il avait donc tout prévu, sauf l'imprévisible. Oui, oui. On a signé le 22 décembre 2014. Au bout de 15 jours de travail, le 17 ou le 18 janvier, j'ai reçu un courrier du Grand Paris. C'est là que j'ai appris mon expropriation. Aïe. À peine 2 semaines après son ouverture, Abderrahmane apprend donc qu'il va être expulsé. Un coup de tonnerre incroyable. Sa boucherie doit être détruite. Une décision du Grand Paris. C'est Hidalgo, ça, hein, Le Grand Paris. Un projet monumental qui transforme toute la banlieue parisienne et ses transports. 27 milliards d'euros ont été investis pour construire 69 nouvelles gares et 200 km de nouvelles lignes de métro. Et la boucherie d'Abderrahmane se trouve en plein milieu du tracé de la future ligne 15 de ce métro. Excellent. Les travaux devant sa porte ont d'ailleurs déjà commencé. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est bien, hein, tu te lèves, t'as ça devant, nickel. Impossible pour les clients d'accéder à sa boutique. J'avais des recettes de 800, 1000, 1200. C'est au fur et à mesure en augmentant, quoi. C'est jusqu'au mois d'avril, franchement, c'était très très bien. Ça a commencé à j'ai commencé à me faire connaître. Et après, à partir du mois de mai, quand les travaux ils ont commencé à arriver ici, là, ils ont mis les barrières, c'est là que j'ai vu mon chiffre d'affaires qui a Ouais, tu m'étonnes. Alors, pour voir un peu l'ampleur du chantier, la meilleure des solutions, si vous allez me suivre, on va sortir par derrière, on va se mettre de l'autre côté dehors. Et effectivement, sur le trottoir en face de sa boutique, on ne peut plus vraiment parler de rue. Une énorme tranchée défigure le paysage et surtout empêche de voir la boucherie. Regardez un peu ça. Excellent. Ici en face, partout les tracts partout. Derrière vous, en face, c'est pas possible de travailler, c'est impossible. Il n'y a pas moyen pour se garer, il n'y a que dalle. Alors, je ne vois pas pourquoi je pourrais continuer comme ça. J'ai fait que des pertes, alors ça ne sert à rien que je continue. Voilà. Excellent. Le pire, c'est même pas ça, c'est quand vous êtes en véhicule, vous ne voyez pas. Avec les barrières qu'il y a ici, là, vous pouvez même faire attention. La prochaine fois que vous partez, vous allez voir, quand vous êtes dans un véhicule, vous êtes en bas, vous ne voyez pas, vous voyez que des barrières. Dans la rue, la plupart des riverains sont déjà partis. Abderrahmane fait figure de résistant, seul, au milieu du gigantesque chantier. Les pavillons, ils sont tous blindés. Seule façon parisienne Ils ici. sont murés. Là-bas, en face, là, les murets. L'autre là-bas, il est muré. Le café et l'hôtel, il est fermé. Ici, chez moi, là, c'est muré aussi, comme vous voyez. Tout est muré. Putain. Toute cette zone-là, elle est murée aussi. Et je suis au milieu d'un chantier. Abderrahmane est donc ruiné. Son commerce ne lui rapporte plus un seul centime. Et comme si cela n'était pas suffisant, sa femme l'a quitté. Abderrahmane a aussi perdu la locataire qui occupait l'appartement de fonction au-dessus de sa boucherie. Oui, voilà, ça c'était l'appartement que je louais à l'époque. Maintenant, je ne loue plus parce que le locataire est parti. Une perte sèche supplémentaire d'un loyer de 930 € par mois. C'est les 2 chambres. Voilà. D'ailleurs, ils m'ont laissé... Ils n'ont pas pu jeter ça encore. Et là, je ne peux pas relouer, en sachant que je suis exproprié à cause du Grand Paris. Je ne peux même pas louer. Face à cette situation, Abderrahmane a décidé de ne pas se laisser faire. Tel David contre Goliath, il veut se battre contre le Grand Paris. Ouais, tu peux pas faire grand-chose, hein, à mon avis. Avocat, Maître Caillet. Bonjour, Maître Caillet. Comment allez-vous? Alors, vous deviez me présenter des photographies. Oui, Maître, voilà. Oui, on va se mettre ici, là. Voilà, j'ai le dossier qui est là, je l'ai préparé. Voilà. Ah, ben voilà. Je vous ai fait des belles photos depuis que j'ai commencé. Vous voyez un peu Ah, donc la tranchée, ils l'ont ouverte plusieurs fois, alors? Plusieurs fois la tranchée. Voilà.
Ouais, tout le temps, à chaque fois, c'est des nouveaux trucs. Mais alors, comment les gens rentrent chez vous? Les Qui gens rentrent pas. Ils viennent pas. Terrible. Voilà, tout simplement. Donc là, pendant qu'ils font la tranchée, les travaux, du coup, pas d'accès Généralement- direct. Mais non, j'ai pas accès direct. De toute façon, généralement, les gens ne s'arrêtent pas quand ils voient ça. Voilà. Pour l'avocat, le constat est sans appel. Si Abderrahmane veut obtenir réparation, il doit aller devant un tribunal. La seule ressource qu'a M. Pécan, c'est évidemment de se retourner et de se défendre devant la société du Grand Paris, puisque non seulement le fonds de commerce va être exproprié, c'est-à-dire qu'il va devoir fermer boutique, transférer son activité et donc négocier avec le Grand Paris les indemnités, mais déjà le Grand Paris a commencé les travaux, et ça évidemment pour les commerçants en pleine journée, en pleine période d'activité, les tractopelles qui sont juste devant l'entrée, ça dissuade complètement les clients de rentrer. Ça, c'est un préjudice indemnisable supplémentaire qui n'est pas prévu en général dans un schéma d'expropriation. Abderrahmane avait acheté son commerce 70 000 €, auxquels s'ajoutent les diverses dépenses pour meubler le local. Au total, c'est 100 000 € que l'homme a investi dans sa boucherie. Mais pour l'indemniser de son expulsion, les pouvoirs publics lui proposent une somme nettement inférieure. Alors, on a les offres du Grand Paris qui sont vraiment extrêmement basses, entre 55 et 23 000 € pour son fonds de commerce, là où raisonnablement il pourrait espérer obtenir entre 150 et 180 000 €. Donc on a un décalage très très important. Un décalage que Maître Caillet dénonce, car pour lui, les expropriés ne sont pas assez informés de leurs droits. Il y a tellement de découragement Des chiens, que hein. la plupart du temps, Des chiens. les expropriés ne veulent pas se battre. Et ils acceptent les moindres offres qui leur sont proposées, surtout parce qu'il y a beaucoup de désinformation dans le travail de l'expropriant, de la Société du Grand Paris et de ses aménageurs fonciers qui vont dans les commerces, qui vont dans les pavillons à l'improviste, qui sonnent à la porte et qui prennent les gens à froid en leur disant « ben voilà, on a un papier estampillé de la République française ou de la Société du Grand Paris, ça on impose déjà, on a des indemnités qui sont validées, figées, par le service des domaines, qui est donc un service de l'État, qui ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de place à la négociation, si vous voulez. Il y a très très peu de place à la négociation. Après plus de 2 ans de bataille judiciaire, Abderrahmane a finalement obtenu 150 000 € d'indemnisation pour l'expropriation de son fonds de commerce. Il continue malgré tout son combat pour obtenir réparation du préjudice lié au manque à gagner de son activité.